Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. D'Alep à Kénitra, en passant par Marrakech ou encore Nicosie, tous les chemins mènent à Paris. Nous vous invitons aujourd'hui à déambuler pour prendre du recul par rapport à ces images terribles qui inondent l'actualité. Avec nous, 4 invités. Bienvenue à tous les 4 dans MOE. Hicham Tahir, vous êtes écrivain, auteur du roman Ruelles des Pieds Nus. Les Ruelles des Pieds Nus, c'est aux éditions Casa Express Éditions. Bouchra Wisgen, chorégraphe, danseuse du spectacle Otof, ça veut dire fourmi en berbère. Vous êtes à l'affiche du Festival d'automne à Paris. Ça sera du 16 au 20 septembre au Centre Pompidou à Paris. À vos côtés, une de vos danseuses, Fatima Haït Ben Hamad, qui participe également à ce spectacle Otof. Vous rentrez toutes les deux tout juste de Genève, en Suisse, par train, où vous étiez en représentation hier soir. Avec nous également Bernard Héberger, directeur d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous êtes le traducteur du livre D'Alep à Paris, les pérégrinations d'un jeune Syrien au temps de Louis XIV. Vous avez traduit ce livre avec Paul Famé-Thierry et avec également Jérôme Lantin. Commençons justement par cette histoire méconnue, Bernard Héberger, Anadiab, Syrien d'Alep, chrétien maronite, qui raconte le voyage qu'il a effectué dans sa jeunesse. C'était au début du XVIIIe siècle, en compagnie du français Paul Lucas. Anadiab était assez méconnu, y compris pour les spécialistes de Louis XIV. On vient de fêter le tricentenaire de la mort de l'ancien roi de France. Même les plus fins spécialistes ne le connaissent pas. Première question, comment êtes-vous tombé? Comment avez-vous appris la connaissance de ce récit? Alors, c'est une histoire qui est déjà ancienne. En fait, il y a une collection de manuscrits arabes originaires la plupart d'Alep qui est conservée au Vatican, et à la Bibliothèque Vaticane. Et mon collègue Jérôme Lantin, quand il est allé à Rome travailler sur ces manuscrits, m'a signalé ce récit extraordinaire. Et donc, il y a 25 ans, nous avons fait le serment qu'un jour nous le publierions ensemble. Voilà, qui est fait. Qui était au juste Anadiab? Alors, Hanna ce qui fait vraiment son intérêt, je crois que c'est un homme ordinaire. Nous sommes à une époque où, généralement, quand on prend la plume, on appartient à la catégorie des lettrés, les oulémas ou les évêques chrétiens. Et lui, par contre, dans sa jeunesse, il a travaillé dans les cuisines de M. Rémusin, marchand de Marseille à Alep. Et il a pris la plume très tard, mais ce n'est pas tout à fait exceptionnel. On est au XVIIIe siècle, à une époque où, en Syrie, des gens comme lui prennent la plume. On a par exemple un barbier de Damas qui tient une chronique à la même époque. Et au lieu d'écrire dans l'arabe qu'on appelle Fusha, dans l'arabe noble, l'arabe des lettrés, ils écrivent dans un arabe proche de la langue parlée. Et Hanna, plus que tous les autres auteurs de ce type-là, écrit dans un langage très proche du langage parlé à Alep. Alors son périple est incroyable, il part d'Alep, il passe par Tripoli, Saïda, je l'ai dit, également Chypre, l'Égypte ensuite, la Libye, Tunis, Livourne, Gênes, Marseille, il va venir jusqu'à Paris, et là il se retrouve à la cour de Versailles, chez Louis XIV. Ça, c'est incroyable. Il a été introduit à Versailles parce que Paul Lucas avait une mission officielle, donc il devait aller rendre compte au ministre Pontchartrain, et Hanna l'accompagnait. Et Paul Lucas lui a dit de mettre son beau costume d'oriental avec le turban, le cafetan, etc. pour aller à la cour. Et Hanna portait une cage avec des animaux qui à l'époque n'étaient pas connus, qui étaient des gerboises, que Paul Lucas a rapportées de Tunisie et a confiées à son domestique Hanna pendant tout le voyage. Les gerboises sont des petites souris. Donc on ne les connaissait pas à Versailles et d'abord on les montre à Pontchartrain, puis Pontchartrain dit il faut les montrer au roi, puis le roi dit il faut les montrer à la duchesse de Bourgogne, et Hanna se retrouve dans la chambre de Madame de Maintenon à montrer les gerboises aux dames de la cour de Louis XIV. Peut-être quelques mots sur, je disais l'actualité, je faisais bien entendu allusion au drame des migrants, des réfugiés. On a tendance à l'oublier en voyant cette tragédie, cet espoir aussi quand ils trouvent l'accueil dans certains pays comme l'Allemagne notamment. En quoi cette histoire tombe à pic selon vous pour prendre un peu de recul aussi sur ce que l'on voit tous les jours? Alors Hanna est partie comme employée de Paul Lucas, mais avec l'espoir de peut-être faire une carrière à Paris.
Et un des fils directeurs de son récit, c'est que cet espoir qu'il a caressé a été déçu, et il est rentré déçu à Alep parce qu'il n'a pas pu se faire une place à Paris. Et donc là, il y a un rapport avec la migration d'aujourd'hui. Il a été à Paris à un moment très difficile, puisque c'était pendant le grand hiver 1709, et il raconte des scènes terribles sur le froid à ce moment-là. C'était donc l'hiver le plus froid de l'histoire de France, quasiment. C'est une des raisons aussi qu'il a un peu écœuré de Paris. L'autre raison, c'est qu'il a eu à un moment donné des ennuis avec la police, parce qu'on est à un moment où on commence à surveiller les étrangers, à embêter les étrangers à Paris, et à un moment donné, il a eu un peu d'ennuis avec la police. Donc, pour le reste, c'est un voyageur. Ce n'est pas quelqu'un qui part d'Alep parce qu'il y a la guerre ou n'importe. Il est jeune et c'est un voyage d'initiation. Et c'est plutôt comme ça que les choses se passent. Aussi, ce que ça nous apprend peut-être par rapport à aujourd'hui, c'est que on est tout le temps dans le contraste Orient-Occident, etc. Et chez Hannah, les choses ne se passent pas comme ça. Il y a des choses où il est tout à fait à l'aise, et il y en a d'autres où, au contraire, il est surpris, il n'arrive pas à s'adapter. Et ça ne se passe pas forcément non plus toujours en Occident. Ouais. Là où il a la première grande surprise et où il est vraiment choqué, c'est quand il arrive à Chypre. Chypre a été conquise par les Ottomans plus d'un siècle avant. Donc ça fait déjà longtemps que ça fait partie de l'Empire ottoman. 16e siècle ou... Oui, 1570. Ouais. Mais à Chypre, pour la première fois de sa vie, il voit des cochons. Ouais. Et il voit encore quelque chose de beaucoup plus choquant. Il voit des femmes non voilées qui vendent du vin et de la viande de porc dans les rues. Et donc pour lui, c'est quelque chose de tout à fait inattendu, parce qu'à Alep, il n'y a pas de porc, les chrétiens ne mangent pas le porc, et les femmes sont voilées, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes. Une femme ne sort pas dans la rue mais non voilée. Bouchra Ouizgan, peut-être une réaction sur cette histoire plutôt fascinante, je le disais, méconnue. Qu'est-ce que ça vous inspire ? J'étais en train d'écouter, c'est très intéressant, c'est passionnant. Voilà. Un Syrien chez Louis XIV. Oui. Hicham Tahir, les migrations ont de tout temps existé. Les raisons, on le voit, sont diverses, les motivations diverses. Là, en l'occurrence, c'est plus le côté aventurier, découvrir le monde. Ces migrations ont toujours existé. On va le voir, il en est question dans votre livre. Même question, vous avez lu les premières pages, il me semble, de l'ouvrage. Oui, et je trouve ça fascinant dans le sens où on voit qu'aujourd'hui, l'immigration, ça n'est pas pour le même contexte. Aujourd'hui, ils sont très mal vus, alors qu'à l'époque, c'était... on recevait un Syrien ou on recevait quelqu'un d'autre, c'était un grand événement, on fêtait ça. C'était limite ça. Ouais. Alors, dans votre livre, il est question de Mohadin qui a quitté Kénitra pour le Canada et qui revient, qui redécouvre, on peut dire, après avoir grandi, sous un nouvel œil, qui découvre ces ruelles. Comment est née l'idée de ce récit où on est vraiment plongé dans l'intimité de ce quartier populaire ? Écoutez, je suis venu en France il y a 2 ans, donc je connais un peu ce que c'est que de quitter sa famille, de voir un peu autre chose que son quartier. Votre personnage principal, c'est il y a 8 ans, vous, c'est il y a 2 ans. Voilà, mon personnage, il y a 8 ans, qui n'est plus revenu à Kénitra, et puis moi, en quelques mois, je vois un peu ce qui a changé chez moi au Maroc, en général, pas qu'à Kénitra. Et je me suis dit, pourquoi ne pas laisser un personnage parler et pouvoir raconter un peu ces histoires que j'entendais très souvent chez moi dans mon quartier. Alors votre premier livre, c'était Jabouk, c'est ça, on en avait parlé ici même. C'était là aussi très intime, hein, c'était un recueil de nouvelles où c'était sans concession. Là, vous racontez encore une fois la drogue, la pauvreté, la sexualité. Pourquoi est-ce que vous tenez, d'un point de vue littéraire, à raconter cette réalité du quotidien ? Parce qu'elle est souvent absente des journaux, parce qu'il y a des tabous ? Non, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus de tout ce qui est sexualité, de tous les tabous. C'est juste que j'ai grandi dans un quartier où ces mélanges, ces personnages, ces vies se côtoient. Et on ne peut parler que des choses qu'on connaît. Moi, je trouve ces gens-là qui ont une vie un peu banale, mais qui, au fond, si on cherche un peu ce qu'ils vivent, ce qu'ils racontent, c'est quelque chose de très intéressant.
Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais ce soir, vous allez commencer peut-être une nouvelle carrière, en dehors de celle d'écrivain et de journaliste, celle d'interprète, de traducteur. Exactement. Tout à l'heure, lorsque Fatima s'exprimera, Bouchra Ouizzguene, on va passer des ruelles. C'est déjà le petit, non pas l'infiniment petit, mais le beaucoup plus petit, la fourmilière, la fourmi. Otof, en berbère, c'est le titre de votre spectacle. Petit, mais aussi combatif, la liberté. Qu'est-ce que vous avez voulu avec ce spectacle faire? Est-ce que c'est le prolongement déjà de ce qu'on avait vu avec Madame Plaza et Ha, à savoir la combativité des femmes, mais aussi la liberté? Oui, oui. Et puis, vous avez parlé de l'infiniment petit. L'infiniment petit me passionne, c'est-à-dire que ce soit pour la précédente pièce que j'ai nommée Corbeau, où c'est une performance avec 40 femmes des environs de Marrakech, ou que ce soit celles-ci qui sont les fourmis, je me passionne pendant un temps à observer vraiment comment les choses se font. Et c'est assez incroyable la manière dont ça s'organise et les connexions que je vois avec les sujets, notamment celui dont vous parlez tout à l'heure, celui de l'immigration, celui les fourmis, parce que j'ai appelé aussi le spectacle comme ça, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement humble chez chacune des interprètes, qui est de vraiment arriver en studio pour simplement travailler ce qu'elles ont à travailler dans cette matinée, dans cette matinée-là. Et j'ai tenu à ce que chacune puisse avoir la liberté, si vous voulez, de dire ce qu'elle a envie de dire, qu'elles n'ont peut-être pas eu dans leur milieu chanté. Ça passe par le théâtre, la danse, le chant, et voilà. Fatima Aïd Benhad, pardon, ce n'est pas la première fois que vous participez à un spectacle, que vous jouez, que vous dansez sur scène avec Bouchra Ouizzguene. Qu'est-ce qui vous plaît chez Bouchra Ouizzguene, chez cette chorégraphe? هذه ماشي أول مرة كتخدمي مع بشرى. اش كيعجبك في الخدمة معها؟ ماشي أول مرة كنخدم معاها. Oui. Ce n'est pas la première fois que vous travaillez avec Bouchra. خدمت معاها بزاف، بديت معاها بزاف ديال العروض ديالها، صبت حريتي معاها. J'ai travaillé dans beaucoup de spectacles avec Bouchra et j'ai trouvé ma liberté avec elle. الحرية اللي ما كنتش كنتظر أنا لقيتها معاها في الخشبة. Tout ce que je n'avais pas comme liberté, je l'ai trouvé sur scène avec elle. كتعطينا واحد سميتو مغموق، كتقول لك خدمي شوفي اش غديري انت، حنا لابسين الحوايج مدربلين مغمقين، تنبقاو كندابزو تنخرجوا داك الشيء من اعماق قلبنا. Elle nous donne quelque chose de sombre et elle nous dit battez-vous et donnez quelque chose du plus profond de vous. Et comment s'est passée la rencontre? Comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux? كيفاش تلاقيتوا بجوج؟ كيفاش تلاقينا؟ قصة طويلة. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Mais avant de danser alors avec Bouchra Ouizzguene, qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez déjà chanteuse ou danseuse? قبل ما تخدمي مع بشرى اش كنتي كديري قبل؟ كنتي كتغني؟ خدامة أنا، خدامة في العراس، خدامة في البيران. أنا تلاقيت معها أول مرة في واحد البار. Je travaillais dans les mariages, je travaillais dans les bars et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois. Qu'est-ce que ça apporte juste? Oui, allez-y, pardon, Fatima. لقاتني بها واحد السيدة كانت خدامة معايا أول مرة، كنت خدامة أنا وياها. C'est grâce à une femme qu'on a en commun qui a fait la rencontre. تلاقيت بها قالت لي راه واحد السيدة هذا بغات تخدم هذا شيالات، قلت لها عافاك شوفيها ليا نخدم معاكم، قالت لي غادي نشوف. Elle lui a dit il y a cette femme-là qui cherche des femmes, enfin il y a Bouchra qui cherche des femmes pour travailler avec elle et Fatima lui a dit s'il te plaît, si tu peux nous mettre en contact parce que j'ai envie de travailler avec elle. Bon, en tout cas, c'est bien réussi. Qu'est-ce que ça apporte? Fatima nous dit qu'elle jouait dans des mariages, etc. Qu'est-ce que ça apporte à vos chorégraphies, à vos spectacles? Ce sont donc des artistes qui étaient habitués à un public divers, parfois distrait. Là, on est quand même dans un art où on est face à un public qui fait la démarche de venir. Qu'est-ce que ça apporte à vos œuvres? J'étais assez heureuse hier d'entendre quelqu'un du public en Suisse me dire c'est incroyable comment à 65 ans en tant que femme, enfin je vois ça sur scène, une femme qui s'accepte avec toute sa liberté, avec tout ce qu'elle qui s'accepte, qui accepte son corps, qui accepte son âge et qui donc si ça peut apporter en tout cas ça cette joie-là et cette liberté, si elle arrive à traverser le public, c'est
c'est formidable. Je voulais dire tout à l'heure que Fatima était la seule ça a été le seul cas qui m'a poursuivi. C'est la seule que j'ai pas été chercher et c'est elle qui est venue me chercher. Elle a fait la démarche. Voilà. Elle vient de l'expliquer. Et le avec premier le jour, je sourire. dis écoute, je sais pas, je suis pas sûre et tout ça. Vraiment, je ne sais pas. Et ça a pris un long moment. Elle me dit moi, je reviendrai demain, après-demain, jusqu'à ce que tu décides de me prendre. Et ça a duré comme ça une quinzaine de jours et je me suis dit elle est tellement déterminée. Il la faut dans l'équipe. Elle voulait être la reine de la fourmilière, voilà. si l'on peut dire. Alors vous avez évoqué les corbeaux. Précédent spectacle, on avait vu 17 femmes de tous âges poursuivre votre expérience, on va dire, de transe capitale en secouant les branches d'un arbre aux racines profondément enfouies. On regarde un extrait. Hicham Tahir, assez saisissant, hein, Oui. Une impression. Oui, C'est envoûtant. C'est extraordinaire. Ces femmes qui rentrent en transe, c'est juste extraordinaire. Sur votre blog, j'y suis allé et vous écrivez « Je ne sais pas chanter, donc j'écris ». Est-ce que vous savez danser? J'espère. Je suis marocain, donc on a un peu ça dans le sang. Ouais. Bon, vous avez une chorégraphie ici, Voilà. même si elle travaille avec des danseuses. Une Une question à toutes les deux, peut-être, sur ce fichu blanc. Pourquoi? Il est omniprésent, il revient comme un leitmotiv. Il était là, je crois, dans Madame Plaza. Dans A aussi. Il est là au quotidien. Parce qu'on le porte au quotidien, donc il ne s'agit pas, en tout cas, à chaque fois que je mets en scène ou que je chorégraphie un spectacle, j'essaie d'avoir une sorte de tenue qui n'est pas un costume, puisque tout le travail, il est à l'intérieur, finalement. Le costume, que ce soit le fichu ou pour Otof, des sortes de pyjamas, peignoirs, c'est vraiment très secondaire. C'est la plupart du temps un costume qui nous permet progressivement une sorte de dévoilement. Et puis le fichu, on le porte tous les jours, soit à la maison, soit à l'extérieur. Voilà. Sur cette question, peut-être, Fatimaït Benhad, du fichu, c'est ça, c'est l'objet du quotidien que de nombreuses femmes portent de l'autre côté de la Méditerranée. واش هاد الزيف هذا اللي تنكونوا لابسين واش كنلبسوه في بلادنا تقريبا يوميا؟ كنلبسوه. Oui, on le porte. On le porte. Peut-être une réaction aussi à vous, Bernard Héberger, vous n'êtes pas là que pour parler d'Alep et de Hanna Diab. Une réaction peut-être, le trait d'union entre vos œuvres aujourd'hui à tous, c'est justement j'ai envie de dire, le peuple, des histoires du quotidien. Oui. Lui-même, d'ailleurs, raconte avec précision Hanna Diab, quand il est en Égypte, par exemple, les moustiques qui le dévorent, il s'adresse directement au lecteur. Il va à l'opéra notamment. Tous ceux à l'époque qui vont à l'opéra, par exemple, ne parlent pas du prix des places. Lui, il le fait, c'est ça? Oui, oui. Donc peut-être le point commun, effectivement, c'est qu'on n'est pas dans une culture lettrée, on n'est pas dans des références de la grande danse, de la grande littérature. On est dans quelque chose où ce sont des gens ordinaires qui s'expriment avec donc aussi des moyens nouveaux par rapport aux moyens des autres. On pourrait comparer Hanna à un autre voyageur à Paris, Rifat Tahtaoui, qui est un grand cheikh égyptien. Donc lui, c'est truffé de poésie, c'est truffé de références à la grande littérature arabe. Il n'y a pas du tout ça chez Hanna. Hanna, il y a le plaisir de raconter, il y a une très grande sensibilité. Donc 50 ans après,
après, il ressent encore la peur ou l'étonnement qu'il a ressenti à l'époque où il a fait le voyage. Ce voyage, c'était 1707-1711. Il raconte ça, on va dire, un demi-siècle après, lorsqu'il a plus de 60 ans, 70 ans. Lorsqu'il arrive avec ses animaux à Versailles, il dit notamment, en parlant de toute la cour réunie, ils se mirent à m'étudier, moi et mes vêtements, en se moquant. La princesse finit par demander à mon maître qui était ce jeune homme et de quel pays il était. Il poursuit en disant, mon maître lui raconta mon histoire dans les mêmes termes que précédemment. Elle lui demanda pourquoi a-t-il une barbe, je veux dire des moustaches. Cette coutume est-elle celle de leur pays? Il ne se rase pas la moustache, répondit-il. Alors, c'est à la cour que l'ambiance est la plus cruelle, où on orientalise le plus le personnage. On est à la foire, disons, et on carrément. regarde d'abord les souris. Quand on a fini de s'amuser avec les souris, on regarde le porteur de souris. C'est vraiment comme ça qu'il le raconte, et c'est pas très sympathique pour le regard des princesses sur lui. Alors, la moustache, c'est essentiel. Ça fait partie de sa personnalité, et il se trouve qu'à Versailles, à cette époque-là, on coupe la moustache. On ne porte plus la barbe, on ne porte plus la moustache. Ce n'est plus à la mode. Mais pour un oriental, c'est sa nature même. Ça et le turban, ce sont les deux éléments fondamentaux. On n'est pas un homme si on n'a pas la moustache. Non, quand il arrive à Livourne, il sort de la quarantaine, il va chez le barbier. Le barbier donne un premier coup de rasoir. Avec le premier coup de rasoir, il lui emporte la moitié de la moustache. Alors il hurle. Et le barbier lui dit « Mais je t'ai pas saigné ». Il dit « Si tu m'avais saigné, ça serait moins grave, parce que tu m'as coupé la moustache ». C'est une anecdote très sympathique. Hicham Tahir, je vais lire un extrait de votre livre. Ma mère était mon père, mais c'était un père avec des seins, un père sans couilles, mais avec un vagin. Un père qui m'a logé dans son ventre 9 mois et dans ses bras des années. Elle était ce père que je ne pouvais jamais accompagner au hammam, un père avec qui on n'allait jamais parler de football. Pourtant, elle avait essayé. Elle m'avait parlé de la masturbation, de l'éjaculation. Je vous vois sourire. Pas sympa ce que vous me faites faire en direct à l'antenne. Vous dites vous-même que c'est moins cru que votre premier livre, mais qu'avant le 6e chapitre, il y a bien des mots comme ceux que je viens de citer. Voilà. Qu'est-ce qui, d'un point de vue vous littéraire, vous emmène à vous poursuivre sur cette voie? Qu'est-ce que ça apporte? Vous ne pouvez pas raconter le quotidien sans cela? C'est pas que ce chapitre, justement, est... c'est un peu autobiographique. J'ai grandi avec ma mère et c'est elle qui m'a un peu tout montré. Et donc je me suis dit que c'est une sorte d'hommage à ma mère et à toutes les femmes qui jouent aussi le rôle du père qui parfois. Jouent aussi le rôle du père, et c'est très souvent le cas au Maroc ou je pense dans les pays arabes, où c'est la femme qui doit jouer plein de rôles en même temps, la femme, la mère, l'épouse, et c'est certainement parce que j'ai un grand respect pour la femme qu'il faut toujours qu'il y ait une femme forte dans mes écrits. C'est aussi le point commun avec les spectacles de Bouchra Ouzguene. Comment est accueilli votre livre? Il est sorti le 10 septembre au Maroc, il me semble. Il sera en librairie dans quelques jours, le 25 septembre, si je ne m'abuse, en France, dans les librairies françaises. Les réactions que vous en avez, proches, lointaines, quelles sont-elles? Peut-être que ma grand-mère quand elle a pleuré, quand je l'ai eu au téléphone, mais pour l'instant aucune vraie réaction. Pourquoi elle a pleuré Parce qu'elle a trouvé ça touchant, et puis c'est juste ça. C'est le meilleur des compliments, alors voilà, ça vaut toutes les critiques. J'ai le compliment de ma grand-mère, ça me va pour l'instant. J'aimerais vous interroger sur un film qui va sortir cette semaine, en milieu de semaine, Much Love de Nabil Ayouch. C'est la vie de 4 prostituées à Marrakech. C'est un réalisateur qui a beaucoup été critiqué de l'autre côté de la Méditerranée au Maroc, mais pas seulement, non pas parce que d'ailleurs il aborde des sujets comme vous, tabous ou délicats, mais parce que ça donne une mauvaise image du pays. D'abord, votre réaction à ce film, est-ce que c'est une question que vous posez, vous, donner une mauvaise image du pays? C'est ce qu'on entend souvent quand on parle de la Tunisie, du Liban, de l'Algérie, du Maroc. Difficile pour vous, non? Alors, je ne comprends pas comment on peut donner une mauvaise image d'un pays, et ceux qui disent cela, qu'ils aillent créer un film ou qu'ils écrivent un livre ou qu'ils fassent un spectacle où on ne parle pas de ça, qu'on parle de mécénat et qu'on parle d'autre chose. Mais je ne comprends pas toute cette polémique, et puis je suis mal placé pour juger de la sensibilité du sujet. Mais moi, en tout cas, j'ai regardé le film, j'ai vu le film il y a quelques mois, et je trouve qu'on ne peut pas le juger si on ne l'a pas vu. Et c'est un film qui est juste extraordinaire, que je pense qu'il rentrera dans l'histoire du Maroc. Bouchra Ouzguene, vous vivez à Marrakech. Sur ces questions justement de sujets sensibles, tabous, quel est votre point de vue? Dans vos spectacles, on imagine qu'elles se posent parfois aussi, que vous avez des retours plus ou moins positifs, plus ou moins négatifs, comme tout artiste.
Oui, mais certainement pas un retour autour d'une certaine censure ou une impossibilité à dire ce que nous avons à dire. Donc ça fait quand même depuis 1995 que je vis là et que ça fait 8 ans qu'on crée au niveau de la compagnie. C'est sûr que, bon, par exemple, sur certains passages de mes spectacles, je fais très attention à ce que certaines scènes ne soient pas celles qui sont mises en avant au niveau des réseaux sociaux, parce que décontextualiser, sachant que c'est du spectacle vivant, sachant que c'est du spectacle vivant, on peut faire dire ce qu'on veut à des images. Donc, en étant consciente quand même de ça, il y a tout notre travail, de toute manière, il est d'un peu savoir ce qu'on projette à la fois à Marrakech et en dehors de Marrakech, et d'être assez vigilante sans s'empêcher de dire ce qu'on a. C'est important ce que vous dites, Bouchra Ouzguene, c'est vrai sur le fait de ne pas sortir l'œuvre de son contexte, parce que l'extrait que je viens de lire, par exemple, il peut paraître brut comme ça, effectivement choquant, alors que quand on lit l'ensemble de l'ouvrage, il n'en est rien. Peut-être une question à... Oui. Je voulais juste dire, il y a une scène très, assez osée au niveau du spectacle et qui passe tout à fait sur scène à Rabat, qui passe à Marrakech, où le public peut vraiment, au niveau de cette scène-là, trouver ça extrêmement grotesque, drôle, mais reprise en dehors d'un vrai moment... d'une vraie démarche, de spectacle. Si ces images-là sont enlevées et montées différemment, ça peut vouloir dire tout à fait autre chose. C'est justement ce qui s'est passé avec Much Loved. On voit un extrait, mais qui n'est pas représentatif du film. C'est peut-être l'envers du décor des réseaux sociaux. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Maghreb Orient Express. On aura l'occasion de reparler de vos œuvres respectives. Merci à vous d'être fidèles à MOE. On se retrouve dans une semaine. D'ici là, les coulisses, les temps forts de l'émission sur ces fameux réseaux sociaux, justement. À très vite sur TV5 Monde.